Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 15h45, donc nous commençons ce conseil municipal et nous devrions être rejoints par Charlotte Le Limpilon dans les minutes qui viennent. Elle terminait son poste à l'EHPAD à 15h30. Nous avons deux procurations, une de la part de Marion Réglet qui donne procuration à Stéphane Morleva et l'autre de François-Yves Le Tama qui donne procuration à Dominique Sichet. On a bien les procurations. Merci. En ce qui concerne le secrétaire de séance, Gabriel, serait d'accord. Est-ce que le Conseil est d'accord pour que Gabriel Jean-Prigence soit secrétaire de cette séance? Qui vote pour? Très bien, merci. Donc, le quorum est atteint et nous a rejoint et nous allons pouvoir délibérer sans problème avec Gabriel, donc comme secrétaire de séance. On peut dérouler l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 juillet 2025. Je vous rappelle que lors de la précédente séance de conseil municipal, les commentaires avaient été faits sur ce procès-verbal. Suite à ça, nous avons eu des contacts pour bien d'accord sur le texte des points qui étaient discutés. Je pense qu'on a proprement retranscrit les commentaires que l'on a reçus. Et sauf si... Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui approuve le procès-verbal du conseil municipal du 11 juillet? Qui vote pour? Merci. Donc, ce point est approuvé à l'unanimité. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 8 octobre, donc le dernier. Nous vous avons envoyé une proposition de procès-verbal. Nous n'avons pas reçu de commentaires à ce jour. Est-ce que vous avez à en faire? Oui, un commentaire. On a reçu la convocation jeudi, je crois, donc il était compliqué de faire rapidement un commentaire. Mercredi 19. Mercredi, oui, un jour franc en plus, merci. Il est indiqué, en parlant de moi, par ailleurs, il réitère sa demande relative à la nécessité de soumettre au Conseil la convention d'occupation du fort signée avec les Verts libraires. La question et l'interrogation que je porte depuis plusieurs séances, c'était pas de mettre à soumettre au Conseil la convention, c'est de savoir s'il ne fallait pas la mettre, puisque vous l'aviez signée sans la soumettre au Conseil, alors que la précédente avait été soumise au Conseil. C'était ma question. Donc, je n'ai pas demandé de soumettre au Conseil la convention, je voulais la réponse pour savoir s'il fallait la soumettre ou pas. Donc, pour couper court à toute discussion sur ce sujet, on l'a mis à l'ordre du jour d'aujourd'hui et on va donc la revoir. Mais ce que je comprends, c'est que vous souhaitez qu'on modifie. Ah oui, relative. Il réitère sa demande relative à la nécessité ou pas de soumettre au Conseil la convention d'occupation. Voilà, c'est tout. Ok, donc on va prendre ce commentaire en. Vous en avez d'autres? Comment? Vous avez d'autres commentaires? Non, le reste, je ferai une intervention sur un point en particulier, une intervention plus longue. Mais sur le procès-verbal? Non, sur ce qui est derrière, sur ce qu'il y a derrière le procès-verbal. C'est au sujet du port. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Donc, on prendra en compte votre... je vous dis, on prendra en compte le commentaire concernant la convention de la citadelle. Et dans ces conditions, on votera le... Voilà, et c'est sur la base du fait qu'on va prendre en compte, vous avez bien noté, je propose de passer au vote. Donc, qui vote pour approuver le procès-verbal du conseil municipal du 8 octobre, incluant le commentaire de Monsieur Lepache, qui vote pour? Très bien, donc ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Le point numéro 3 à l'ordre du jour, c'est l'approbation des tarifs communaux 2026. Alors, je vous rappelle qu'on approuve ces tarifs avant la fin de l'année pour deux raisons. La première, c'est que on a la demande systématique de Veolia
d'approuver les tarifs de la commune concernant l'eau avant la fin de l'année parce qu'ils émettent une facture en tout début d'année qui inclut un tarif 2026. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'un certain nombre de services sont facturés avant l'approbation du budget et donc on a besoin d'avoir des tarifs valides pour 2026 pour pouvoir facturer ces services. D'où cette approbation qui peut paraître à certains un petit peu tôt par rapport à l'année 2026. Pour vous présenter ces tarifs communaux, je vais passer la parole à Dominique Sichier pour rentrer dans le détail. Voilà, donc on vous a présenté notre proposition pour l'année 2026. Donc, il y a quelques tarifs qui sont maintenus par rapport à 2025. La plupart des tarifs comportent qu'une augmentation d'1,5% pour se rapprocher un petit peu de l'inflation. On a quelques tarifs qui augmentent un peu plus pour se rapprocher, si possible, de l'équilibre, notamment la garderie, parce que donc il y a toujours une personne évidemment en charge de la garderie, mais il y a moins d'enfants qui y sont présents. Au niveau du tennis, on a également arrondi, on passe de 6 € à 6,50 pour les forfaits horaires et 110 au lieu de 105 pour les forfaits annuels. Un tarif qui augmente de manière importante, c'est les badges pour les stationnements au parking de l'Arc Ouest. Donc le forfait badge pour les habitants passe de 58 à 70 €. Donc il faut savoir que Ploubez-Lanec facture le badge 120 € à la commune, qui donc le refacture 70 €, pardon, le refacture 70 € aux habitants. Et les badges professionnels vont également augmenter, donc de 46 à 55, et le parking en herbe de 24 à 40 €. Donc c'est Ploubez qui augmente sérieusement, là, depuis un an ou deux, d'ailleurs, c'est les tarifs parking de l'Arc Ouest. Voilà, ensuite, donc il y a beaucoup de tarifs qui restent identiques. On a une différence importante au niveau des cimetières. Donc on va en reparler tout à l'heure, puisqu'on va parler du règlement des cimetières dans l'ordre du jour du conseil municipal d'aujourd'hui. Donc où on a changé un tarif en fait au niveau de la création de concessions, où on a décidé d'augmenter le tarif de la création, mais de conserver celui du renouvellement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens prennent une concession, la renouvellent, voilà. Par contre, quand les gens prennent une concession et l'arrêtent, il faut que la commune la mette propre à nouveau pour les suivants. Et donc ça a un coût assez important. Donc pour approcher de l'équilibre, on s'est dit qu'il fallait inciter les gens à conserver une concession quand ils la prenaient, quand ils la créaient, et à la renouveler le plus souvent possible. Donc on a envisagé de mettre des frais plus importants au niveau de la création des concessions. Donc pour les cavions d'1 mètre carré, ça passe à 250 € pour 15 ans. Pour les 2 mètres carrés, ça passe à 600. Pour les 4 mètres carrés, donc les sépultures doubles, toujours pour 15 ans, ça passe à 1400. Et pour une base columbarium, une case columbarium, c'est 500 €. Et donc pour les renouvellements, par contre, eh bien, c'est des tarifs identiques à ceux qu'il y avait précédemment, c'est-à-dire 175 € pour les 1 mètre carré, 350 les 2 mètres carrés, 700 les 4 mètres carrés et 400 € pour la case, un emplacement columbarium. Ensuite, pour les tarifs des mouillages, donc ils ont été votés ceci au conseil portuaire. Alors, on parle des mouillages des ports communaux. Mouillages des ports communaux, donc la corderie et le port de la Chambre, ont été votés donc au conseil portuaire avec une augmentation de 2,5%, donc légèrement plus importante que les autres tarifs à 1,5%. C'est pour, on l'a déjà évoqué, se rapprocher un petit peu du tarif des mouillages des Edmel. Il est entendu qu'à dans un certain nombre d'années, on aimerait que les mouillages soient équivalents entre les ports communaux et les Edmel. Et donc, les tarifs des Edmel ont également été augmentés de 2,5%, mais ça, c'est un indice donné par les DTM sur lequel on ne peut pas convenir à cause de la convention. Que pour les professionnels. Et par contre, pour les plaisanciers, parce qu'on cherche à avoir cette convergence, les tarifs n'ont été augmentés que de 1%. Vous voyez où c'est? Ok.
Et sinon, le dernier tarif où on a apporté une petite modification, un petit peu aussi pour apporter une petite augmentation et arrondir, c'est au niveau du camping, et notamment au niveau des cabanes, où on a augmenté donc de 5 € le tarif pour la nuit. C'est parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien déjà. Elles ont été louées toute la saison de manière importante et que ça demandait beaucoup de travail pour le responsable du camping au niveau des lavages des draps, des changements de draps, des choses comme ça. Donc c'était pour se rapprocher un petit peu plus de la réalité des coûts. Voilà ce que je peux dire sur les tarifs. On regardera les tarifs de l'eau dans un deuxième temps. Mais est-ce que vous avez des commentaires sur les tarifs, on va dire, communaux? Oui, si vous voulez bien. Donc, un premier commentaire. Alors, je pense que c'est une erreur. Sur le repas de cantine, la tranche 3 baisse de 20%. C'est une erreur c'est pas 3,80 €. Je pense que ça doit être 4,80 € à comparer à 4,75 € l'année précédente. Oui, il n'y avait pas de volonté de faire un tarif particulier sur la tranche. Il est mal un tarif baissant. Ah ouais, c'est passé à la... C'est pas dans l'air du temps. Alors, nous, il y en a un qui nous pose problème. On votera pour les tarifs, sauf un, si on peut séparer la délibération. Il s'agit du tarif des aides-mails. En réalité, le point de départ de 2025 est très trompeur, parce que c'est le point de départ de quand la commune a repris la gestion des mouillages en avril, et c'était pas du tout la base des anciens tarifs, puisque là, les 31,66 € hors taxe et 38 € TTC, en fait, c'est une augmentation de 23% par rapport à ce qui était précédemment, et donc on rajoute encore 1%, donc on commence à avoir des tarifs pour les plaisanciers. Je parle des plaisanciers, pas. Oui, j'ai bien compris. Oui. Des tarifs de plaisanciers qui augmentent quasiment d'un quart, alors que vous l'aviez dit ici et puis en réunion publique qu'il n'y aurait pas d'augmentation. Et donc là, elle est quand même très très importante. Ça nous pose problème de voter pour ça. Donc, je vous propose qu'on va séparer les tarifs ZML de manière à vous permettre de ne pas voter pour. Concernant le Conseil des mouillages, il m'a été effectivement reporté qu'il avait été dit par des représentants qui assistaient au Conseil des mouillages qu'il y avait une augmentation des tarifs par rapport à l'année dernière de 23% pour deux tiers des occupants. J'en fais partie. Oui. C'est pas le 23%. Mais c'est pas du tout deux tiers. Donc, on a regardé très précisément la situation. On a préparé un procès-verbal de ce Conseil des mouillages. On l'a envoyé à la DDTM pour être certain qu'ils sont d'accord avec ce qui a été dit en cette réunion. Ensuite, je demanderai à faire une réunion spécifique de manière à rétablir la vérité par rapport à ce qui a été dit à certaines personnes, et notamment que deux tiers des mouillages avaient vu une augmentation de 23%. Votre information, 40% des mouillages ont vu une diminution de leurs tarifs. J'ai le détail si tu veux, Olivier, là. Non, on va pas rentrer dans le détail, on fera une réunion spécifique là-dessus. Mais il y a eu la manière dont ce Conseil des mouillages a été rapporté par certains n'est pas exact. C'est très partiellement exact. Il y a un certain nombre de personnes, et je sais très bien que vous en faites partie, qui ont eu cette augmentation, mais la majeure partie des gens n'ont pas du tout eu 23% d'augmentation. Et moi, je tiens à rétablir la réalité des choses et la vérité, et vous l'aurez dès qu'on aura un procès-verbal approuvé par la DDTM et par les gens qui ont participé à la réunion. On fera une réunion spécifique là-dessus. Je trouve pas très correct. C'est de la désinformation. C'est de la désinformation, sauf pour celui qui a vu une augmentation de 23%. Oui. Oui. C'est pas inventé. Le détail. Là, j'ai 10 € du mètre, mon bateau fait 5,79 m, j'arrive à... Et vous savez, Monsieur Thorman, pourquoi?
Donc on va tout. C'est très bien. Enfin, j'avais une convention signée avec la DDTM pour 5 ans, qui me facturait un prix voilà, au mètre, pareil. Dans mon cas, ça faisait 179 €. Et ce tarif était révisable au renouvellement de l'autorisation tous les 5 ans. Bon, voilà. La prochaine révision, elle aurait été. Il aurait dû être révisé en 2026. Mais là, l'augmentation, c'est pile 23%. Oui, mais encore une fois, vous dites une vérité partielle, parce que c'est pas 23% pour l'ensemble des usagers. On est très loin des 23% pour l'ensemble des usagers. Il y a... Non, mais Ça, il n'y a pas moyen qu'on... Mettez-vous à notre place. Moi, je peux juger que par rapport à... Moi, c'était un contrat que j'avais avec la DDTM. C'est pas... on n'a pas inventé, c'est pas des rumeurs, des bruits. Non, ce qui est incorrect, c'est de dire que les 2/3 des usagers ont eu une augmentation de 23%, quand 40% des usagers ont eu une diminution de leur tarif, et moins d'un tiers a eu une augmentation de 23%. Ça, c'est pas correct. Donc on va séparer. Cette information-là que vous donnez aujourd'hui, elle est nulle part. Enfin, elle n'a jamais été diffusée. On ne connaît pas celle-là. Non, il faut qu'on ait le temps de faire un procès-verbal du Conseil des mouillages. On veut le faire approuver par la DDTM pour être certain que quand la DDTM a dit qu'elle s'engageait à revoir le problème de TVA, ça serait bien mentionné dans le procès-verbal et que la DDTM ne va pas venir là-dessus. Mais je vous assure que dès qu'on a le retour de la DDTM, on fera une réunion spécifique pour clarifier les choses. En attente de clarification, notre position est contre. Ok, pas de problème. Donc, ce que je vous propose, c'est de sortir les tarifs des ZML et sur l'ensemble des tarifs, à l'exception des ZML, qui votent pour les tarifs 2026 qui sont proposés. Qui votent pour ? Merci. Donc maintenant, pour les tarifs des ZML, tels qu'ils sont proposés, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, 8 voix pour, 3 voix contre. Merci. Le point suivant, c'est l'approbation des tarifs communaux concernant l'eau et l'assainissement. On a toujours une situation particulière concernant les tarifs de l'eau, et ce, d'autant plus que cette année, il y a des nouvelles taxes qui sont introduites par l'Agence de l'eau. Mais Dominique, je te laisse en donner les détails. Oui, donc il y a une réforme des redevances perçues par l'Agence de l'eau, qu'on est donc évidemment obligé de prendre en compte pour 2026. Donc, il y a une suppression des actuelles redevances pour la pollution de l'eau d'origine domestique et pour la modernisation des réseaux de collecte, mais il y a en contrepartie une création de nouvelles redevances. Et donc, cette redevance sur la consommation d'eau potable, elle est collectée sur la facture d'eau des usagers et reversée à l'Agence de l'eau. Par contre, les redevances de prélèvement pour la protection de la ressource, pour la performance des réseaux d'eau potable et des assainissements collectifs, celles-ci sont à la charge donc de la collectivité. Donc, il y a une mise en application des coefficients de modération aux redevances de performance des réseaux d'eau potable et des réseaux d'assainissement collectif. Et donc, ce coefficient relatif à l'eau potable, il est calculé grâce à l'outil mis en œuvre par l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement. Et donc, ce coefficient de modération pour la commune de l'île de Bréhat est donc calculé à partir des données 2024 pour être appliqué sur la facturation 2026. Et il est donc de 0,25. On va y revenir tout à l'heure. Et le coefficient relatif à l'assainissement collectif, lui, est calculé grâce à l'outil mis en œuvre par le portail téléservice de l'Agence de l'eau. Et donc, ce coefficient de modération, toujours pour la commune de Bréhat, selon les données de 2024, qui sera donc appliqué sur la facturation 2026, est de 0,75. Donc, la redevance consommation d'eau potable, elle passe donc à 0,320 € hors taxe par mètre cube en 2026, contre 0,330 € hors taxe par mètre cube en 2025. Mais donc la contre-valeur de redevance de performance des réseaux d'eau potable passera donc à 0,025 € hors taxe par mètre cube en 2026. Et
la deuxième contre-valeur de redevance de performance des réseaux d'assainissement, cette fois-ci collectif, sera, elle, donc de 0,210 € hors taxe par mètre cube en 2026. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais donc pour résumer un petit peu, en 2025, au niveau de l'agence de l'eau, on avait une redevance de 0,330 € hors taxe par mètre cube. Et donc en 2026, cette redevance passe, comme je vous disais tout à l'heure, à 0,320, donc elle diminue un peu, mais on a deux contre-valeurs de redevance supplémentaires qui n'existaient pas avant. Donc une de 0,025 € hors taxe par mètre cube, donc pour la performance des réseaux d'eau potable, et la deuxième de 0,210 € hors taxe par mètre cube, donc pour la performance des réseaux d'assainissement collectif. Donc au niveau des redevances de l'agence de l'eau, on était en 2025 à 0,330 € hors taxe par mètre cube, et là on va passer à 0,555 € hors taxe par mètre cube. Voilà. Ensuite, au niveau de l'eau potable et des tarifs des consommations, l'abonnement donc passe de 40,20 € à 40,80 €. Et pour les tarifs consommation basse saison et haute saison, on a une augmentation de 2%. Donc, ça passera de 0,30 € hors taxe par mètre cube à 0,306 €. Et en haute saison, de 1,06 € hors taxe à 1,081 €. Pour l'assainissement collectif, pareil, l'abonnement passera donc de 65,10 € à 66,10 € et les redevances basse saison et haute saison, donc de 1,31 € par mètre cube à 1,336 € par mètre cube, et en haute saison de 3,11 € par mètre cube à 3,172 € par mètre cube. Et en ce qui concerne donc la participation financière de l'assainissement collectif, la PFAC, elle passe de 42,90 € en mètre carré d'habitable, donc à 43,55 € par mètre carré habitable. Et pour votre information, juste, on a reçu, après vous avoir soumis ces documents, le tableau des calculs d'augmentation du délégataire. Pour les tarifs du délégataire, tous les tarifs du délégataire augmentent de 1,33% d'euros. Vous me suivez? Alors, parce qu'effectivement, ce qu'il a dit est effectivement compliqué, et à lire, c'est encore plus compliqué. Concernant ces deux nouvelles taxes, je ne sais pas comment il faut les appeler, Redevance. Juste pour comprendre, qui paye quoi dans cette affaire? L'année dernière, en 2025, il y en a une, c'est la redevance consommation d'eau potable à taux fixé, donc à 33 centimes hors taxe du mètre cube. C'est celle-là qui passe à 32. Ça, c'est payé par l'usager. Ouais, c'était sur votre facture, c'était collecté par Veolia et reversé à l'agence de l'eau. D'accord. Et les deux nouvelles là, qui arrivent et qui font pas tout à fait doubler la facture, mais enfin pas loin, les 2 centimes et demi pour le réseau d'eau potable et les 22 centimes pour l'assainissement collectif, ça c'est facturé à qui? Alors, en fait, la redevance de performance réseau d'eau potable et réseau d'assainissement, ce sont les tarifs votés par l'agence de l'eau et c'est la commune qui paye l'agence de l'eau. La contre-valeur, c'est une contrepartie qui est payée par l'usager selon les coefficients modérateurs. C'est-à-dire que le tarif, il est principalement pris en charge par la commune, mais une partie est prise en charge par l'usager. D'accord. Et donc, dans cette proposition, dans cette délibération, parce que là aussi il y avait une confusion, dans la précédente délibération, il n'y avait rien concernant l'eau, ou il y avait... Est-ce qu'il y avait une... Contre-valeur, c'est une nouveauté 2026. Il n'y avait pas en 2025. Non, mais dans les autres tarifs, il n'y avait rien concernant l'eau. D'accord. D'accord, parce que justement l'eau c'est Donc c'est tiré à part. c'est mis à part et c'est voté à part. Donc c'est ça qu'on vous demande de voter. Et il y a quelque chose qu'on ne vote pas parce que c'est défini par la délégation de service public de Veolia, mais dont on vient de recevoir. On a reçu les augmentations ce vendredi. Là c'est compliqué. C'est la partie délégataire.
où c'est des formules d'ajustement qui dépendent bon, c'est une formule très compliquée qui prend en compte un certain nombre l'indice du coût horaire, le TP10, c'est l'indice sur les canalisations, assainissement, etc. Donc il y a un certain nombre d'indices et c'est une formule mathématique sur laquelle il n'y a rien à dire, si ce n'est qu'on l'a accepté quand on a signé la DSP. C'est le SDEP qui fournit ce document et en fait, il est consultable Ouais. en mairie. Ouais. Vous pourrez consulter le document en mairie, on l'a reçu vendredi. Donc c'est effectivement assez compliqué. D'accord. Ok, bon, écoutez, c'est effectivement, mais les documents sont en plus les explications fournies, c'est pas par vous, par la. Vous avez vu le courrier, on a reçu le courrier. Ok, je propose de passer au vote concernant donc là uniquement les tarifs de l'eau et de l'assainissement. Qui vote pour la proposition d'augmentation telle qu'elle vient d'être décrite? Qui vote pour? Merci. Le point suivant à l'ordre du jour, c'est l'approbation d'une subvention à l'amicale laïque pour le voyage scolaire 2026. Alors pourquoi on vote une subvention dès à présent? C'est parce que ce voyage scolaire à la neige aura lieu au mois de février et donc il aura lieu avant le vote du budget et donc le vote des subventions, de toutes les autres subventions aux associations dans le cadre du budget. Pour permettre à l'école et à l'amicale laïque de signer dans des conditions normales les devis qu'ils ont reçus, il était important qu'ils aient la position de la mairie sur la subvention qu'on leur proposait. Charlotte, tu nous donnes quelques détails? Oui, donc les enfants partent du 8 au 13 février en Savoie. Ils seront 12 avec 3 accompagnateurs. Et habituellement, les voyages scolaires sont financés à un tiers les parents, un tiers l'amicale laïque et un tiers la commune. Donc du coup, le coût total est estimé à 11 510 €. Donc, on demande une participation de 3 312 € à la mairie, sachant que, par contre, l'activité chien de traîneau est à la charge de l'amicale laïque, donc ne rentre pas dans la subvention demandée. Ils partiront en train de Guingamp, c'est ça? Ah oui, ils partiront de Guingamp en train. Et ils seront récupérés à Lyon avec un car qui les emmènera directement à la résidence. Et on ne sait pas si on récupérera nos enfants à l'heure pour des contraintes de SNCF et de VTS. Alors ça, a priori, ça a été réglé. Ah, ça y est. Parce qu'effectivement, le jour du retour, le train arrive à Guingamp, je crois, à 17h35. Donc il est très probable qu'ils rateront la vedette de 18h15. Donc on a eu une discussion avec les vedettes. On leur a demandé s'ils pouvaient retarder un peu la vedette. Ça n'était pas possible. Et donc il y aura un affrètement spécifique d'une vedette à 18h45 qui attendra les enfants. Ça a un coût. Et ce coût, on a discuté et ce coût sera pris sur la cagnotte de l'école. D'accord. Donc le problème est réglé. Les enfants seront bien sur l'île. Faut pas que la SNCF ait trop de retard quand même. C'est ça. Soyons optimistes. Après, voilà. Donc je crois que les choses ont bien, les devis sont bien détaillés. Chaque problème a été bien regardé. Donc je pense que on peut voter cette subvention sans se poser de questions sur le fait que ça va marcher ou pas. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? J'aurais une question, mais pour en avoir profité il y a de ça quelques années maintenant, effectivement, on les envoyait à la neige pour des gamins qui n'auront peut-être jamais l'occasion d'y aller, on peut que voter pour, de toute façon. Juste une question sur les dates des vacances, ça a été décidé par qui Par les maîtresses. En fait, elles disaient que c'était un voyage qui était quand même très très fatigant en termes d'accompagnateurs et que idéalement ils le faisaient la semaine avant les vacances scolaires. Et effectivement cette année ça tombe très mal parce qu'on est la zone du milieu. Ouais, c'est ça. Ouais, Le timing paraît étonnant, mais si tu dis ça, ouais. pourquoi pas. C'était à la demande des accompagnants. Et ça a un petit impact sur le coût. Parce que comme on est au milieu des vacances scolaires, les trains sont plus chers.
Et les séjours sont plus chers. Mais voilà, ça tombe, c'est l'année du milieu, quoi. Les vacances scolaires sont au milieu. C'est mal tombé, mais comme c'est tous les 2 ou 4 ans, bah, des fois, ouais. Oui, on ne choisit pas nécessairement, mais ce timing. Voilà. Ok, je vous propose de passer au vote. Qui vote pour cette subvention à l'amicale laïque pour permettre le voyage scolaire 2026? Qui vote pour? Merci. Donc c'est approuvé à l'unanimité. Le point suivant, c'est l'approbation de l'avenant numéro 1 concernant la maîtrise d'œuvre pour la protection et la valorisation du chemin du phare du Pan. Alors, je passe le point que vous voulez faire sur le chemin du phare du Pan. J'avais prévu de le voir pendant les informations du maire. Ouais, mais moi, j'interviendrai avant. Alors, ce que je vous propose, si vous voulez intervenir maintenant, on fait d'abord l'avenant et ensuite vous intervenez là-dessus. Mon explication explique la position qu'on va prendre sur l'avenant. Allez-y alors. Monsieur le maire, je suis en colère. Je suis véritablement en colère. Lors de la séance du conseil municipal du 8 octobre 2025, c'est-à-dire la dernière, vous avez indiqué que les travaux d'aménagement d'un chemin d'accès au phare du Pan allaient commencer. Vous avez précisé que le piquetage aurait lieu le lendemain, le 9 octobre. J'ai rappelé en séance qu'il y avait un site archéologique dont il fallait tenir compte. Vous avez demandé à Jean-Philippe, qui est là, s'il savait où il s'est situé. Il le situait à peu près. Vous avez demandé qu'on en tienne compte pour le piquetage. À l'issue du conseil, j'ai montré des photos très explicites de la situation du site à Jean-Philippe, photos qui ont confirmé ce qu'il connaissait. Le 12 octobre, je suis allé sur le site et j'ai vu que le piquetage comprenait la zone archéologique. Et j'ai alerté par courriel la mairie le lendemain car j'étais préoccupé. On m'a alors communiqué rapidement le dossier complet. Je me suis inquiété d'un terme décaissement utilisé pour le profilage du chemin. J'ai reçu la réponse suivante, et je cite, « Ce creusement n'atteint pas les couches archéologiques. L'obligation porte sur la non-destruction des couches archéologiques et non sur la protection. La prochaine réunion de chantier aura lieu jeudi 13 novembre à 10h. Nous vous proposons d'y participer et d'aborder le sujet avec les entreprises et la maîtrise d'œuvre. » J'étais rassuré. Je pourrais m'exprimer sur le site et devant les entreprises, ce qui me paraissait être une bonne démarche. À tort. Quand je suis allé au Pan le 13 novembre au matin, avant la réunion de chantier, le site archéologique qui apparaissait avait été détruit par les travaux de la commune. Manifestement, la contrainte archéologique n'est pas une préoccupation pour la maîtrise d'œuvre. On me dit qu'il n'y avait rien, car on aurait vu les silex. J'explique qu'un site, ce sont des pierres, des structures et éventuellement du mobilier, que non, le site n'est pas forcément en profondeur. En l'occurrence, il était également en surface. Je le connais depuis 40 ans. L'entreprise qui a réalisé les travaux a fait ce qu'on lui a dit de faire. Elle n'est, à mon sens, aucunement responsable. Je fais part de ma colère aux personnes présentes, et en particulier à Marion Regler, qui est absente aujourd'hui, et à Jean-Philippe Poutin. Jean-Philippe m'indique que s'il faut arrêter les travaux, il est prêt à le demander. Je lui indique que c'est trop tard, le chemin est tracé. Ce site appartenait à la période mésolithique, il y a environ 8000 ans, une période peu représentée en Bretagne. Sa présence était d'autant plus précieuse. J'ai prévenu immédiatement le service régional d'archéologie, qui dépend de la direction régionale des affaires culturelles. Il lui appartiendra d'agir comme il l'entend après cette destruction. Je ne lui ai pas demandé, à ce stade, de faire jouer l'article 40. Au-delà des lois et réglementations, des responsabilités des uns et des autres, lors de notre dernière séance de conseil municipal, un site archéologique existait au Pan. Il avait résisté au temps, il avait résisté au tourisme. Aujourd'hui, il est au moins partiellement détruit. Quel dommage dans tous les sens du terme. Qu'un site archéologique connu, répertorié, sur lequel j'ai attiré votre attention au conseil municipal, puis par message, soit détruit dans ces conditions, me scandalise. Le patrimoine bréatin, auquel nous devrions tous être très attachés, est irrémédiablement atteint. Voilà ce que j'avais à vous dire avec beaucoup de colère aujourd'hui.
Je vais vous répondre. Lorsque vous avez été sur le site et que vous avez fait part de dommages, on a immédiatement, je vous avouerai que je ne suis pas spécialiste en archéologie, donc j'ai immédiatement demandé une évaluation de la situation. Il se trouve que le week-end dernier, il y avait sur l'île un colloque d'archéologues. Donc dimanche après-midi, nous avons passé avec Jean-Philippe et avec 6 archéologues à un temps certain, vu qu'on a dû rester 2 heures sur le site pour évaluer la situation. Et on leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Ils n'ont pas exprimé un avis très clair et ils nous ont demandé de contacter le responsable de l'archéologie pour le département qui s'appelle Johan Chantreau. Ce que nous avons fait dès le lundi matin en lui expliquant la situation. Nous avons reçu sa réponse ce matin. Oui. Sa réponse, il nous dit que le site a été endommagé, mais qu'il considère qu'à ce stade, il n'y a pas de fouilles ou de choses à faire. Il nous dit que, effectivement, le site avait été identifié dans le cadre de la demande de permis d'aménager, que ses services ont été informés, qu'ils ont donné une autorisation de travaux sujet à des prescriptions techniques. Nous avons contacté la DDTM, nous avons contacté la DRAC. Il semble que ces prescriptions techniques n'ont jamais été transmises et elles ne sont en aucun cas dans l'arrêté de permis qui a autorisé les travaux. Donc, ça pose quand même un certain nombre de questions. Ce site, moi, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste d'archéologie. Ce site a été identifié, comme vous l'avez dit, il y a une 40aine d'années. Oui. Il n'y a eu aucune mesure de protection du site qui n'a jamais été entreprise. Parce que je pense, moi, je me dis qu'un site archéologique d'intérêt, quand il y a 150 000 personnes qui passent chaque année dessus, bah, ça serait bien de détourner le chemin et de le protéger. Mais bon, ça, peut-être que non. Mais quand on fait une demande de travaux, on spécifie qu'il y a un site, on s'attend à avoir des prescriptions, et il n'y a rien qui revient, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, vous avez attiré notre attention, mais d'un autre côté, il y a, les archéologues du département étaient au courant et ils n'ont fait aucune prescription. Néanmoins, ce que j'ai dit encore tout à l'heure aux entreprises, je leur ai dit que actuellement, on ne travaillait pas dans cette zone et on attendait, parce que la réponse qu'on a reçue, Monsieur Chantreau, elle dit on vous a donné une autorisation avec des prescriptions techniques que vous n'avez pas suivies, sauf qu'on n'a jamais reçu les prescriptions techniques. Néanmoins, j'ai dit qu'on ne travaille pas dans cette zone et on attend de voir si les services archéologiques vont finalement, après réflexion, nous demander de faire des choses. Et s'ils nous demandent de faire des choses, on fera ces choses. On fera ces choses. Mais il y a quand même, je peux comprendre votre colère, mais on a essayé de bien faire les choses et il y a quelque chose, il y a eu un raté dans cette histoire. Il y a eu un raté, il y en a eu même plusieurs, parce que, je répète, au-delà de tout ce que l'on peut dire, quand on était en conseil municipal la dernière fois, il y avait un site, aujourd'hui, il a été partiellement détruit. Le reste, ce qui est détruit, il était là depuis 8000 ans. C'est pas rien quand même, 8000 ans. Quand j'ai eu une correspondance avec les services de la mairie, on me dit le 13 novembre, nous proposons d'y participer, d'aborder le sujet avec les entreprises et la maîtrise d'œuvre. Le 13 novembre, c'était trop tard, les choses avaient été faites. On m'aurait dit un autre jour, j'y serais allé. Alors, je vous signale accessoirement que Johan Chantreau est un spécialiste du paléolithique, pas du mésolithique. Non mais je vous le dis. Donc je trouve ça tout à fait anormal d'avoir attiré en conseil l'attention, d'avoir attiré, parce que j'étais inquiet par message après, avoir eu une réponse en me disant on a une obligation de non-destruction des couches archéologiques et non sur la protection, on détruit, je trouve ça inadmissible. Voilà, je vous le dis comme je le pense. J'entends ce que vous dites sur les prescriptions qui n'ont pas été transmises. Il peut y avoir un sujet au niveau de l'État. Si c'est le cas, c'est pas normal et j'espère que ça sera réparé. Mais sur la partie bréatine des choses, on m'aurait demandé d'aller quelques jours avant, je ne sais pas.
Alors, je vous signale que le 9 octobre, j'étais à une réunion archéologique, je l'ai dit d'ailleurs dans un message, la première diapositive qui a été présentée, c'était le zone de protection archéologique, c'était l'archipel de Bréa. Et j'ai même dit en aparté qu'il n'y avait pas de risque, il y avait un aménagement qui était connu, il n'y avait pas de risque puisque j'avais fait une intervention au conseil et que c'était pris en compte. Je me suis même engagé. J'étais là à titre tout à fait personnel et à titre d'amateur, donc j'ai indiqué le 9 octobre que voilà, il n'y avait pas de sujet. Vous aviez demandé d'ailleurs que le piquetage soit fait en fonction de ça. Le piquetage, clac, au milieu de la zone archéologique. Je vous l'ai écrit. Attendez, le piquetage, il a été fait en fonction de ce qui avait été autorisé dans le PA. On pouvait pas faire un piquetage à côté. Monsieur le maire, vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez, que vous avez bien respecté les choses, etc. La constatation, c'est que le site qui existait, il a disparu. Oui, alors, moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas du tout un spécialiste Non, mais en archéologie, mais je ne comprends pas. Je comprends votre colère, je vois votre colère, ok. Si c'est un site qui a une telle importance, pourquoi il n'a pas été protégé depuis 40 ans des piétinements, des centaines de milliers de personnes qui sont passées dessus? On aurait dévié ce chemin, et on n'aurait pas le problème aujourd'hui. C'était un site microlithe, petite pierre, qui apparaissait en surface. Ces microlithes étaient collectés, je collectais régulièrement des microlithes tout au long de Oui, mais tout au long de l'année. pourquoi il n'y a pas eu un monofile, une barrière ou quelque chose pour détourner les gens? Alors, moi j'ai alerté le service régional d'archéologie quelquefois sur le sujet, ils ont pris les décisions qu'il fallait. Le dernier archéologue officiel qui est venu sur le site, c'était en juin. En juin, c'était pas le service régional d'archéologie, et je n'en rentrerai pas là-dessus. Et au vu des choses, la personne que je connais m'a dit où il faut fouiller, première possibilité, où il faut mettre une couche de terre dessus. Quand j'ai vu la maîtrise d'œuvre, il m'a quand même expliqué la maîtrise d'œuvre. Oui, il faut bien creuser pour que le chemin tienne. Oui, très bien. La contrainte archéologique, il l'avait absolument pas en tête. Hein. Absolument pas en tête. Donc voilà, je comprends ce que vous m'avez dit, mais je constate aussi que en 2025, à Bréa, il y a un site qui a disparu. Alors ça, on va voir s'il a disparu, parce que Il a disparu partiellement. Je le connaissais en surface, il n'existe plus. il aurait, de toute façon, même s'il y avait eu des prescriptions, ce que je comprends, c'est que la prescription aurait été de s'assurer qu'on mettait une couche dessus Oui, bien sûr. protégée. Bien sûr. Alors là, ce qui s'est passé, et ça je reconnais que ça aurait pu être évité, c'est que des pierres, pour permettre le passage des gens, des pierres ont été déplacées, mais elles sont restées sur le site. Pour moi, ces pierres vont être recouvertes. Dans un site archéologique, vous avez à la fois le mobilier et la structure. Comme dans une maison, vous avez la structure de la maison et vous avez le mobilier à l'intérieur. On a viré les murs et puis le mobilier, il y en a peut-être un petit peu sur le côté. Mais l'intérêt, si vous aviez recouvert, il y a des endroits à Bréa, c'est le cas au Guareva, le site est recouvert. Le site est recouvert, donc en dessous il se passe rien. Le tracteur va dessus. Voilà. Donc je regrette que mon avertissement n'ait pas été pris en compte. Moi, je regrette aussi Oui, je comprends. que les services de l'État, a priori, ne nous aient pas donné les prescriptions. Et on a vérifié avec la DDTM, on a vérifié avec les services archéologiques. Personne ne nous a envoyé de prescription. Pour moi, c'est incompréhensible. Hein. Oui, c'est pas normal non plus. Mais néanmoins, le travail est arrêté sur la zone. Et si on reçoit, je sais pas, dans les 2 semaines qui viennent, des recommandations ou des prescriptions, on les suivra. Le but de ce projet n'était en aucun cas d'abîmer un site archéologique. Je vous ai pas fait ce procès d'intention. Hein. Non, mais c'est Je vous ai pas fait ce procès de comprendre. Ok, point noté. Et on vous soumettra le procès verbal pour être certain qu'on retranscrit bien votre point de vue. Je reviens à l'ordre du jour. Donc, dans le cadre de ce projet qui a démarré en 2023,
Donc ça fait un certain temps. Il n'y avait jamais eu de remise à jour du marché concernant la maîtrise d'œuvre. Et donc ce que l'on regarde aujourd'hui, c'est l'avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre qui tient en compte un certain nombre d'événements qui sont produits depuis la signature de ce marché. Et le marché a été signé le 7 août 2023. OK. Et puis, dans le cadre de ce marché, il y a eu des esquisses. Ensuite, il y a eu un avant-projet. Ensuite, il y a eu un DCE, un document de consultation des entreprises. Et puis, il y a eu une attribution du marché de travaux à Paysages et Pépinières du Guilord pour un montant qui était défini. Ce marché a été attribué en janvier 2025, donc un peu tard pour s'assurer que tous les travaux seraient bien terminés avant la saison estivale. Et donc, on a décidé de reporter les travaux après la saison estivale, comme on a commencé à les faire maintenant. Il y a eu, par ailleurs, dans le marché d'études, des études qui ont été supprimées et qui correspondaient à une moins-value. Donc, on a fait les plus et les moins. Il y a surtout un ajustement qui est dû au fait que la rétribution finale du maître d'œuvre est basée sur le montant du marché de travaux au moment de l'avant-projet. Et au moment de l'avant-projet, le montant du marché de travaux était de 216 217 €. Donc, il fallait réajuster le marché en accord avec ce montant. En plus de prendre les plus et les moins qui sont des petites sommes de 1200 € au total. Voilà. Est-ce que on a bien entendu vos commentaires sur le chantier. Est-ce que vous avez des commentaires sur l'avenant? Compte tenu de ce que j'ai vu sur le chantier, il est hors de question d'approuver cet avenant. D'accord. Très bien. Le marché définitif augmente de 80% par rapport au prévisionnel, si on lit bien. Oui, alors oui, mais ça on le savait dès l'avant-projet. Parce que le déroulement d'un marché comme ça, il y a des esquisses qui sont faites, il y a des visites sur le terrain pour définir ce qui va être fait, etc. Au début, effectivement, c'était estimé à 120 000 €, mais dès les esquisses, le maître d'œuvre, et il avait relativement bien évalué la valeur du contrat. En avant-projet, le maître d'œuvre nous annonçait un montant de 216 000 €. Et la valeur du contrat, du marché qui a été passé avec Pépinières du Guilord, c'est 217. Donc, il avait bien réestimé le projet en fonction de l'avant-projet qui avait été finalement préparé et présenté d'ailleurs dans le cadre du permis d'aménager. D'autres commentaires? Donc, je propose de passer au vote. C'est le fait de délibérer sur l'opportunité d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 1 au marché d'études et de maîtrise d'œuvre pour la protection et la valorisation du chemin du Phare du Pan. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? 8 et 3. Le point suivant à l'ordre du jour, c'est l'approbation du projet d'aménagement d'une aire de jeu pour enfants. C'est un projet dont nous avions parlé un petit peu la dernière fois. Vous nous avez fait remarquer que on n'en avait pas encore parlé, que notamment l'emplacement de cette aire de jeu n'était pas suffisamment défini. Donc, on a pris en compte vos commentaires et on vous a présenté là l'avant-projet tel qu'il a été présenté récemment de cette aire de jeu. Et donc, cette aire de jeu va être positionnée à côté du City. Oui, on va vous montrer quelque chose. Ah pardon, vas-y. Ouais. On va vous projeter les...
Tu veux éteindre la lumière là, Ouais, faut que tu mettes la source HDMI là. Ouais, c'est parce que c'est la source HD base. Voilà. Vas-y, Dominique. Voilà, donc ça a été réalisé par Arborea, qui est Arborea Paysage, qui est l'entreprise qui a également réalisé l'aménagement de la montée du Corbeau. Donc, sur le site de l'aire de jeu, situé ici, donc, en parallèle du City Stade, là, et derrière le terrain de foot. Il y a deux options qui ont été étudiées, une où il est parallèle au City et l'autre où l'aire de jeu est perpendiculaire au City et parallèle à la route. Et la solution qui paraît la plus adéquate, c'est parallèle au City, perpendiculaire à la route. Donc, il proposait une aire de jeu avec trois surfaces, donc, comme on peut le voir ici, avec deux jeux différents et une surface engazonnée au milieu, et qui pourrait à l'avenir, pourquoi pas, recevoir un troisième jeu. Donc voilà quelques plans de coupe là. Et là où c'est le plus intéressant, c'est les vues en trois dimensions. Donc où il prévoirait une route là avec deux voies en fait, enfin, un chemin avec deux voies qui permettrait de faciliter également l'accès des véhicules des pompiers quand ils viennent pour une évacuation par hélicoptère et qui se garent près du terrain de tennis. En fait, c'est un réaménagement du chemin qui existe déjà. Donc voilà ce que ça peut donner, ce que ça pourrait donner. Donc là Les jeux présentés ne sont pas les jeux choisis. Voilà, pour donner un petit peu. Donc ça c'était pour préparer évidemment le PA qu'il faut réaliser pour l'aire de jeu. Donc ça c'est l'aire actuelle avec une seule voie et là il y aurait deux voies pour faciliter l'approche des véhicules des pompiers. Donc voilà, c'est des détails pour l'aménagement. Et puis les jeux donc n'ont pas été retenus, mais a priori donc ce seraient des jeux en structure bois naturel. Donc ça c'est des exemples de ce qui a été fait notamment dans l'aire qui serait au milieu par exemple, qui pourrait être aménagé ultérieurement. Et puis du mobilier autour de l'aire de jeu. Et du paysager. Voilà. Donc là, on en est au stade où le PA a été déposé, il est à l'étude. Une fois qu'on aura les résultats concernant le PA, il y aura effectivement le sujet du choix des jeux et j'ai eu plusieurs demandes à ce sujet. Donc on consultera les parents concernés quand on en sera à choisir le type de jeu qui seront installés dans les deux zones concernées. Voilà, et l'autre chose qu'on vous donne dans ce document, c'est le plan de financement. Ouais, il est là-dessus. Tu l'as ou pas? Ben non, je ne l'ai pas. Il était là-dessus. Et dans le dossier. Ouais. Vous l'avez dans le dossier? Ouais. Alors, attends, c'est moi. Pourquoi je le retrouve? Aïe, pardon, je l'ai laissé là. Donc le plan de financement qui a été préparé donc par notre maître d'œuvre est basé sur une valeur totale de 100 000 euros avec 9 500 euros de dépenses de maîtrise d'œuvre qui ont déjà fait l'objet d'un marché. Les aménagements pour 90 000 euros. Quand on a fait faire des devis plus détaillés, on arrive en fait à des aménagements qui varient entre 86 000 et 96 000 euros.
suivant le type de jeu qu'on va sélectionner. Ça, c'est pour la partie dépenses. Pour la partie recettes, pour équilibrer ces 100 000 euros, il y a un autofinancement de la commune de 40 000 euros et il y a des subventions pour 60 000 euros. Ces subventions se décomposent en deux parties. Une subvention dans le cadre du contrat de plan des îles, CPER, pour 30 000 euros et une subvention du conseil départemental dans le cadre des aides à la jeunesse et dans le cadre du contrat de territoire, contrat île, de 30 000 euros. Lors du dernier comité unique de programmation qui avait lieu récemment à Brest, les 30 000 euros dans le contrat des îles a été confirmé. Et les deux dossiers, contrat des îles et contrat départemental, on est en train de faire les demandes formelles. Les demandes sont déposées sans instruction. Voilà, les demandes sont déposées sans les instructions, mais comme on a déjà passé le contrôle, on va dire, du comité unique de programmation, il y a peu de doute sur le fait qu'on aura ces subventions. Voilà, et enfin, en termes de planning, donc le permis d'aménager a été déposé. Normalement, c'est un permis de 5 mois. Donc, on devrait avoir une approbation avant la fin mars 2026. Et on verra en fonction de la situation à ce moment-là si on lance les travaux et les achats des équipements immédiatement ou si il faut attendre un certain temps après avoir eu les autorisations du permis d'aménager. Je pense qu'on a tout dit. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Vous avez répondu en partie à l'une de nos questions. Est-ce que les parents avaient été consultés ou peut-être le conseil municipal des jeunes sur l'emplacement ou sur les jeux? Alors, vous dites que pour l'instant, les jeux ne sont pas définis par vous-même. Mais l'emplacement n'a pas été... À l'emplacement, en fait, on doit suivre les contraintes, contraintes ou les deux, ce qui est défini dans le PLU. Et cette parcelle, cette grande parcelle qui comprend aussi le terrain de foot, le city, etc., elle est bien définie comme une... si je veux vous donner exactement le... zone de sport et loisirs, et on n'en a pas d'autres sur l'île, donc... Il faut faire un changement de destination de parcelle sur une autre parcelle. Ouais. Après, c'est quand même l'endroit plus facile, je pense. Et puis, je pense à côté du city, les petits ils seront l'air de jeu, J'ai eu quelqu'un qui m'a parlé de ça, que les petits à côté des moyens grands sur le city, ça peut être source de petits problèmes, je dis pas des gros problèmes, mais d'insécurité. Après, les petits, ils sont rarement tout seuls. Ils sont souvent avec leurs parents. Oui, là, c'est quand même séparé. Ils Oui, sont je pas vois bien au sein sur du le city. truc. Après, pour avoir vécu 1995, à cet endroit-là, je vous rappelle qu'il y a eu malheureusement un décès, juste sur cette route-là, à cet endroit-là précis. Ouais. On va pas s'arrêter. Faut vivre quand même. Apparemment, tout le monde ne vit plus pour ça, mais oui. moi, si vous avez une autre proposition de lieu, moi, je suis prêt à l'étudier. Il y a eu l'idée, c'était votre idée aussi, je crois, au Jardin de la République, mais c'est pas... Non, c'était pas. C'est pas possible ça. Mais c'est pas possible. C'est refusé. Ça avait déjà été proposé par l'ancienne municipalité, c'est accepté. Le zonage ne permet pas. Bien sûr, c'est protégé. Après, J'étais là ce jour-là aussi. Dans le mettre dans J'étais là ce jour-là aussi. Aujourd'hui à l'hôpital, il n'a pas besoin d'entendre ça au conseil. Après, si tu le mets dans l'autre sens, si tu le mets trop près du terrain, dehors. Moi, je veux dire, plus près du terrain, en fait. Ouais, mais si tu le mets trop près, tu vas avoir la route qui va en permanence dedans, etc. Si tu le mets trop près de la route de l'autre côté, ça va être plus difficile. Après, j'ai des tracteurs. Et c'était ce qui nous paraissait le plus sécure. Après, c'est. Je vois, c'est cerclé. Bah oui. Est-ce qu'il y a Il y a sûrement un ballon ou deux qui iront dedans, c'est sûr. Oui, mais comme le City, comme le terrain de foot, comme le truc. d'autres commentaires? D'autres mamans qui trouvaient ça pas mal d'avoir quand même un œil sur les Sur les deux. moyens grands en pouvant Surveiller les petits. plus petits. Ouais.
Mais le timing, de toute façon, sera maintenant pour la prochaine municipalité. 5 mois. Ouais. Les autorisations seront, j'espère, acquises. Après, ça se fera ou ça se fera pas, mais au moins on aura fait les autorisations et on aura proposé un projet. D'autres commentaires? On peut passer au vote? Ok, donc est-ce que vous êtes d'accord pour approuver le projet d'aménagement d'un jardin d'enfants à l'endroit indiqué sur la parcelle AD 408, approuver le budget prévisionnel du projet, les subventions associées, et dire que les crédits sont ouverts au chapitre 21 du budget principal de la commune. Qui vote pour? Qui s'abstient? Ok, donc délibération approuvée par 3 pour et 3 abstentions. Le point suivant, c'est le marché public de prestation des contrats d'assurance. Donc je vous rappelle la situation, c'est que suite à la tempête Ciarán, MMA, qui était notre assureur historique, nous a envoyé une lettre de résiliation du contrat compte tenu de notre sinistralité trop importante. Et donc on a pris un certain nombre d'actions et je vais passer la parole à Stéphane qui va nous donner les détails et ce qu'on a fait depuis. Il faut savoir que donc il y a 5 lots en tout. Hein. Il y en a 3 qui étaient chez MMA, enfin 4 chez MMA et un chez AXA. Donc suite à ça, suite à la résiliation de MMA, on a donc décidé de lancer une consultation sur Mégalis pour un marché de prestation de contrats d'assurance. Ce marché a eu lieu cette consultation du 17 septembre au 7 novembre. Et suite à l'ouverture des plis, on n'a eu qu'un seul retour positif, c'est-à-dire qu'on a reçu une offre pour le lot 3, voilà, donc venant de Groupe Papin. Donc c'est la seule offre qu'on a reçue sur les 5 lots. Donc ensuite, on a vu avec une assistance de maîtrise d'ouvrage qu'on assure qui nous a remis un rapport complet sur les assurances. Et en fait, on s'est fait conseiller par rapport à ce lot 3 et ils nous ont conseillé en fait de prendre l'offre d'origine sans tenir compte en fait des amants qu'il pouvait y avoir. Donc on a pris l'offre de base à 6 000, sachant que la valeur du contrat actuel était de 13 670 €. Là, donc, on passera à une offre de base de 6 186 €, de la moitié. Par contre, pour les 4 autres lots, donc, qui sont considérés comme infructueux, aucune offre, c'est-à-dire que le titulaire du contrat en cours n'a fait aucune offre et on n'a reçu aucune offre venant d'autres sociétés d'assurance. Donc, je vous rappelle qu'il reste comme lot le lot 1, donc dommages aux biens et risques annexes, le lot 2, responsabilité civile et risques annexes, le lot 4, protection juridique et le lot 5, plaisance. Donc, en fait, consultation, on nous a dit qu'ils allaient essayer de consulter un maximum de compagnies d'assurance pour essayer de trouver une assurance qui va bien nous assurer pour ces 4 lots qui sont pour l'instant infructueux. Et donc la proposition de délibération, c'est attribuer le lot 3, vu qu'on a des conditions qui sont nettement meilleures que le contrat qu'on avait jusqu'à présent, déclarer infructueux tous les autres lots, et donc autoriser à procéder pour les lots infructueux à une procédure sans mise en concurrence, ni publicité, et donc de discuter de gré à gré avec une seule assurance pour voir si on peut trouver un accord. Dans le rapport, vous avez pu voir le montant des primes annuelles d'assurance que l'on payait pour chacun des lots. Et donc, ça représente une somme au global, pour notre ancien assureur, ça représentait une somme assez conséquente. Et le montant des indemnisations qu'on a reçues pour Ciarán représente environ 2 ans de prime d'assurance. Et pour autant, notre sinistralité a été considérée comme trop importante, d'où la résiliation.
ça amène à se poser certaines questions. On n'est pas la seule île dans cette situation. Il y a un petit problème qui nous handicape un petit peu, c'est le fait d'être communisant. Mais donc l'idée actuellement pour nous, c'est sous réserve de l'approbation de cette délibération, c'est d'autoriser notre conseil à contacter des compagnies d'assurance pour voir si on arrive à faire une discussion de gré à gré avec eux. Sachant que ce qui se discute beaucoup actuellement, ce sont des primes nettement plus importantes et surtout des franchises très importantes, notamment sur les événements naturels. Les franchises envisagées aujourd'hui par les assurances pour des tempêtes ou pour des inondations, parce qu'il faut pas oublier que les assurances ont été impactées par 3 choses récemment. Les tempêtes de type Ciaran, les inondations dans le nord de la France et les émeutes, on va dire en Île-de-France, où il y a eu beaucoup de bâtiments publics qui ont été très sérieusement endommagés. Donc les assurances ont passé 2 mauvaises années et elles essayent de se rattraper en changeant drastiquement les conditions. Voilà ce qu'on pouvait dire. La dénonciation du contrat actuel prend effet quand? Alors, sur certains des lots, 31 décembre, et pour les autres, 30 juin. Et en particulier le lot 2, la responsabilité civile. 31 décembre. 31 décembre. Donc, Les deux, dommages aux biens et RC, 31 décembre. donc ces deux-là, le 1 et le 2, posent un peu un problème. Ils posent complètement un problème. Soit on va avoir un contact dans le cadre d'une procédure différente de gré à gré, sans publicité ni consultation, soit ils vont toutes les assurances vont refuser. La seule chose qui nous restera à faire dans ce cas-là, il y a quand même alors c'est pas un service, mais il y a un groupement au niveau du gouvernement qui regarde cas par cas les situations des communes qui se retrouvent sans assurance. Ils ont, a priori, d'après les informations que j'ai pu rassembler, réussi à traiter 17 cas depuis début 2025. Donc moi, si après avoir tout fait, on a fait une consultation en bonne et due forme sur Mégalis, on est infructueux sur presque tous les lieux. On essaye une négociation de gré à gré. Si ça ne donne rien, la seule chose que l'on pourra encore faire, c'est consulter ce département. Il faut savoir, par exemple, l'île-Dieu est dans la même situation, mais depuis plusieurs années. L'île-Dieu n'avait pas d'assurance. Elle faisait de l'auto-assurance en mettant de côté chaque année un montant pour le cas où elle aurait des dommages. Le Bréal, l'auto-assurance. Non, mais on est beaucoup trop petits, pour pouvoir faire ça. Oui, non, mais c'est juste pour vous dire, il n'y a pas beaucoup de solutions et il faut une taille, pour moi, il faut une taille critique pour pouvoir envisager de faire de l'auto-assurance. Et l'auto-assurance ne concerne que les bâtiments. Que les bâtiments. Oui. La responsabilité civile sort de question. Mais on a, ce qui me surprend un petit peu, c'est que oui, on a eu des dommages assez importants lors de Ciaran, mais on n'a pas eu de dommages en responsabilité civile, à l'exception, on a eu un dommage au tiers, mais c'est dommage au bien, où un des arbres de la commune est tombé sur le mur d'un... C'était Ciaran aussi. C'était Ciaran aussi. Mais qu'on n'a pas une mauvaise sinistralité en responsabilité civile. Et pour autant, ils ne veulent plus nous assurer. Donc, je propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'on peut tout voter d'un coup, c'est-à-dire... Oui. OK, donc c'est l'approbation du lot 3, l'infructuosité de tous les autres lots et le passage en marché de gré à gré pour essayer de trouver une solution. Qui vote pour? Merci. Donc, délibération approuvée à l'unanimité. Le point suivant,
c'est un point tout à fait standard, c'est l'autorisation d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2026. Donc ça, c'est une résolution qu'on prend chaque année. Je pense que il est d'autant plus important de la prendre cette année qu'il y a donc les élections municipales qui font que le budget sera très certainement approuvé à la fin de la période possible, probablement vers le 15 avril, parce que le budget, pour moi, doit être approuvé par la nouvelle équipe municipale. Et donc, il y aura peut-être des dépenses à engager d'ici le vote du budget, d'où la nécessité de cette résolution. Je ne sais pas si vous voulez qu'on passe dans le détail des 25%, etc. Je pense que c'est... On va comment dire, rebondir sur ce que vous avez dit pour les tarifs sur lesquels on était sur une année particulière. On a voté les tarifs parce qu'il faut bien que les choses se fassent. Sur les investissements, il y a un certain nombre d'investissements sur lesquels on n'est pas en phase. Et on a déjà eu l'occasion de s'exprimer, donc on va s'abstenir sur cette demande d'autorisation. Ok. Compte tenu de l'année. Ok. Et on peut passer au vote. Vous n'avez pas besoin de plus d'explications. Ok. Donc, je vous propose de passer au vote pour m'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Et ce, bien évidemment, jusqu'au maximum 22 mars 2026. Qui vote pour? Qui s'abstient? Libération approuvée par 8 pour et 3 abstentions. Le point suivant, c'est donc l'approbation de la convention d'occupation du fort de l'île de Bréhat. Donc, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Je veux juste rappeler que dans le cadre de la cessation d'activité de la société Bréhat-Verrerie, qui a été déclarée le 27 avril 2025, et de l'étude des offres de reprise. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas eu d'offre de reprise à la date demandée du 10 avril et qu'il y a une offre qui est arrivée au tout dernier moment, le tribunal a décidé d'étudier cette offre, et dans ce cadre, ils nous ont contactés en nous demandant de prendre une position sur la convention de mise à disposition de la citadelle, en nous expliquant qu'il y avait finalement deux choix possibles pour la commune. Soit on confirmait le souhait de renouveler la convention dans des termes identiques, soit on ne confirmait pas ça, auquel cas ça aurait été inclus par le tribunal dans le délibéré de la décision de reprise. Il nous a paru plus adéquat de confirmer notre accord pour renouveler la convention dans des termes identiques. Et donc c'est ce qui s'est fait, et on vous a mis la convention qui a été signée de mémoire le 7 mai, donc il y avait quand même un caractère d'urgence parce que la reprise d'activité a eu lieu, voilà, c'est ça, ça a été signé le 7 mai, la reprise d'activité a eu lieu le 28 avril. Et pour moi, il y avait un problème sur le fait de laisser la nouvelle société travailler dans la citadelle sans convention de mise à disposition, c'est-à-dire sans obligation d'avoir des assurances en place. D'où le fait d'avoir pris cette approche où on a confirmé qu'on était d'accord pour re-signer, et on a re-signé très rapidement. Donc on vous a mis tout le document. Si vous regardez le document, vous allez peut-être faire le commentaire qu'il y a un changement au niveau des paiements, parce que c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'il y avait dans la convention signée en 2021, le chapitre 3, les clauses financières. Alors pourquoi? C'est parce que quand, en début d'année 2025,
après les congés du 1er de l'an, le gérant est venu nous voir en nous annonçant qu'il s'était mis en redressement judiciaire, en phase de redressement judiciaire, et qu'il avait un problème avec la convention parce qu'il avait quand même en redressement judiciaire, il doit honorer absolument toutes les dépenses qu'il engage, et s'il ne les honore pas, le redressement judiciaire passe en liquidation immédiate. Les conditions, les clauses financières concernant la VERI, c'était paiement trimestriel en début de période. Et donc, il avait un vrai problème avec ce paiement trimestriel en début de période parce qu'il ne pouvait pas, en fait, payer en début de période. Il nous a demandé à faire le paiement trimestriel en 3 fois à la fin de chaque mois. Et si on n'acceptait pas ce changement, eh bien, il passait en liquidation immédiate. Donc, on a accepté ce changement et on a signé cet avenant, le 25 avril, un peu forcé pour leur permettre d'essayer de continuer dans le cadre du redressement. Donc, bien évidemment, ce changement du paiement par tiers, du paiement trimestriel par tiers à la fin de chaque mois, a été réinséré dans les clauses financières de la nouvelle convention. C'est la seule modification qui correspond aux mêmes conditions que celles qui étaient en vigueur au mois de janvier, février, mars de l'année 2025. Un tout petit commentaire. La question que l'on avait posée, c'est est-ce qu'il fallait passer en conseil municipal ou pas? On n'apportait pas vraiment la réponse. Personnellement, je ne suis pas persuadé qu'un tribunal de commerce puisse contraindre une commune. Après ce qu'on nous a dit. Moi, j'ai compris que dans le cadre d'une reprise d'activité, sans cessation d'activité, le tribunal pouvait imposer à tous les contrats importants pour l'activité d'être renouvelés dans les mêmes conditions. Mais c'est une commune. C'est une commune, ce qui est un acteur en général très différent. Mais je me trompe peut-être. Et puis, alors je comprends, enfin, nous, on a vu ce que vous évoquiez et on comprend l'explication. Il y a une petite chose qui est toujours pas très claire. La dernière phrase de la présentation qui est sur la fiche qui nous a été donnée, le maire propose au conseil d'approuver la convention. C'est la dernière phrase. Et puis après, il est proposé au conseil de prendre acte. C'est pas la même chose. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas la même chose, mais après une convention qui est déjà signée, c'est un peu délicat. Vous avez répondu à ma question avant, vous trouvez coincé un peu là. Parce qu'effectivement, si c'est une approbation de convention ou une prise d'acte? Le mieux, c'est d'approuver la convention. Je crois aussi. Comme ça, autrement, c'est prendre acte de la convention signée. Mais autant approuver la convention, même si elle a déjà été signée depuis quelques mois. Qui vote pour? Merci. Donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est la présentation du règlement des cimetières. Donc, on a beaucoup travaillé sur le sujet et c'est bien une présentation du règlement des cimetières parce que le règlement des cimetières, comment ça s'appelle ? Ça dépend de la police du maire. Ça n'a pas besoin d'être approuvé en conseil municipal. Néanmoins, comme c'est un sujet important pour les Bréatins et sensible, avant de signer ce nouvel arrêté de règlement des cimetières, il me paraissait normal de le présenter au conseil. Donc, on a beaucoup travaillé avec des conseils qui venaient du CDG pour rédiger ce règlement et en se référant beaucoup, en fait, au Code général des collectivités territoriales qui, dans un certain nombre d'articles, définit les règles
Et la règle principale qu'il faut mentionner, c'est que la commune a l'obligation de disposer d'un nombre minimum de terrains disponibles. Et un terrain disponible, c'est un terrain libre de corps et de monuments, afin de répondre au droit à inhumation selon les termes de l'article donc L 2223-3 du Code général des collectivités territoriales, qui dit la chose suivante: droit à inhumation pour les personnes décédées sur le territoire communal, quel que soit leur domicile, les personnes domiciliées sur le territoire communal, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune, aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui ont un droit à sépulture de famille, et aux Français établis hors de France n'ayant pas de sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de celle-ci en application des articles L12 et L14 du Code électoral. Donc il y a en fait 4 catégories de personnes qui disposent d'un droit à inhumation dans les cimetières de la commune. Il est précisé dans le CGCT que l'octroi du terrain concédé est subordonné à la place disponible au sein des cimetières communaux et peut être corrélé au droit à inhumation. Mais moi, il me semble que l'on doit répondre au droit à inhumation selon les termes de l'article 22-23, et donc la commune se doit d'avoir des emplacements disponibles pour répondre à ce droit à inhumation. On a écrit le règlement du cimetière dans ce sens-là, et pour votre information, on lance ces jours-ci, où il est lancé. Dès qu'on a validé le règlement, on lance une consultation pour faire 2 choses: libérer 35 emplacements que l'on récupère sur des concessions arrivées à échéance ou des concessions en état d'abandon. Pour votre information, il y a plus de 68 concessions qu'on peut récupérer actuellement. Notre idée, c'est de remettre 35 emplacements à disposition des gens pour répondre à leurs futures demandes. Et pour faire ça, compte tenu de l'état de l'ossuaire actuel du cimetière, il faut que l'on crée un nouvel ossuaire. Donc l'appel d'offres va comporter 2 volets. Un volet création d'un nouvel ossuaire et un volet remise en état de 35 emplacements. Une fois qu'on aura fait ces 2 choses, on pourra effectivement répondre au droit à inhumation tel que défini dans la loi. Compte tenu de ça, ce qu'on a prévu, et c'est ce que font la plupart des règlements de cimetière, l'attribution par anticipation ne sera pas autorisée. Parce qu'autrement, on peut très rapidement se retrouver débordé. Donc, il faut qu'il soit très clair pour tout le monde que l'attribution par anticipation ne sera pas autorisée parce que nous aurons systématiquement des emplacements disponibles quand les demandes nous seront faites. Voilà. Après, on vous a mis une copie de l'arrêté. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Il est relativement précis, je pense, mais vous avez peut-être un point qui vous... Il y a une chose que vous n'avez pas dite. Sur le 2.1.1, vous avez rajouté sur le 2.1.1 Oui. un élément par rapport à l'article 2223.3. Je comprends que c'est parce que vous considérez qu'il y a beaucoup de places disponibles. Sont considérés comme personnes domiciliées sur le territoire communal les contribuables ayant une adresse sur la commune. Ce n'est pas la définition de l'article L22-23-3 du Code général des collectivités territoriales. C'est une interprétation de votre arrêté qui peut se comprendre, mais ce n'est pas l'article L2223-3.
Oui, l'article, il dit il y a un droit. Il s'arrête à code électoral, l'article. J'ai vérifié. Ça a changé très récemment. Non, non. ça s'arrête à code Ouais. électoral. Et- Et un autre. C'est le deuxième tiret. Ouais. Il faut préciser, c'est le deuxième tiret, c'est aux personnes domiciliées sur le territoire communal. Non, à la fin du point 2.1.1, Oui. droit à sépulture, On précise. sont considérés, mais ça c'est une décision commune, c'est votre décision, c'est pas l'article du code, et c'est un élément important par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, sont considérés comme personnes domiciliées sur le territoire communal, les contribuables ayant une adresse sur la commune. Mais ça veut dire que ça n'est possible que s'il y a de la place. Oui. Ah, mais c'est vrai dans tous les cas. Bon, c'est vrai dans tous les cas, mais c'est d'autant plus vrai là. Parce que les modes de sépulture ont changé aujourd'hui avec la crémation, etc. Oui, oui. Mais C'est un changement par par inhumation, c'est aux personnes domiciliées sur le territoire communal. Donc après, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'une personne domiciliée sur le territoire communal. les comptes. Alors même qu'elle serait décédée dans une autre commune. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a voulu le préciser pour nous, ce que ça veut dire. Les personnes domiciliées sur le territoire communal sont les contribuables ayant une adresse sur la commune. C'est un changement par rapport à la règle d'aujourd'hui. Ah bah bien sûr. Non, mais vous l'avez pas précisé dans la présentation que vous avez faite. Alors j'ai mal entendu. Bah, parce que pour moi, Parce que dans l'arrêté, il n'y a pas vraiment de novation. Vous appliquez on applique la loi. Oui. vous appliquez la loi, mais il y a un élément qui est une décision qui s'entend à partir du moment où il y a de la place, mais qui change par rapport à la pratique antérieure. Oui, oui, bien Vous ne sûr, l'aviez pas précisé, c'est pour ça. si vous voulez. Voilà, c'était tout. Ok, donc de toute façon, là, il n'y a pas de vote d'approbation. C'est bien, c'est juste, je dirais, vous prenez acte qu'il y a un arrêté de règlement. Un projet d'arrêté. Pardon? Un projet d'arrêté. Non, mais justement, suite à cette présentation, je vais signer cet arrêté dans les jours qui viennent et on lance l'appel d'offres concernant la remise à disposition des 35 emplacements et le nouvel ossuaire. Immédiatement, il est prêt, l'appel d'offres. L'appel d'offres est prêt, on va le lancer très rapidement. Voilà. Ok, donc vous prenez acte. Ok. Le dernier point dans ceux qui sont listés là, c'est l'approbation de l'offre d'achat de la licence 4. Donc ça, c'est une histoire qui date un petit peu. Je vous rappelle que au conseil municipal du 4 avril 2025, on avait approuvé la cession de la licence 4 et on avait approuvé les critères d'évaluation des offres que l'on allait solliciter pour justement que cette licence ne soit pas perdue. Donc on a bien reçu 2 offres le 18 avril 2025 qui ont été revues par la commission d'appel d'offres. On vous a remis les documents. Et ensuite, on voulait que les choses soient parfaitement bien définies et donc on voulait que cette cession de licence 4 se traduise par des actes de cession. On a contacté la préfecture d'une part et un notaire d'autre part pour qu'il nous fasse des actes de cession en bonne et due forme. Ça s'est révélé un peu plus compliqué que prévu et le premier notaire n'a pas facilité les choses alors que la préfecture avait été parfaitement fluide au niveau de ça et donc on a dû dans un deuxième temps trouver un autre notaire. Ce que l'on a fait, ce notaire nous demande un dernier document. C'est une délibération du conseil qui reconfirme les différentes étapes que l'on a prises. Voilà, et donc on a remis un petit peu les éléments de choix qu'on avait déterminés. Est-ce que je voulais vous dire, et donc quand on a vu qu'avec le notaire c'était un petit peu compliqué, de manière à permettre d'utiliser cette licence
en pleine, on va dire, en étant parfaitement clair, on avait fait une translation de la licence, c'est-à-dire on gardait la propriété, la commune de la licence tant qu'on n'avait pas des actes notariés, mais on autorisait par une translation un exploitant à utiliser cette licence sur la commune de Bray, en fait. Donc là, maintenant, on a, comme vous pouvez le voir, un office notarial qui s'appelle l'office Ménard et associé, qui est prêt à finaliser l'acte de vente sous réserve qu'il ait cette délibération qu'on vous propose aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Une licence, elle existe ou elle n'existe pas? Enfin, je veux dire, elles sont inscrites, c'est les licences 4. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, les notaires habituels, ceux que vous utilisez habituellement, n'ont pas voulu... Parce que le premier notaire voulait absolument qu'on lui donne un numéro de cette licence. Et ce numéro, on l'a demandé à la préfecture et la préfecture nous a dit non, il n'y a plus de numéro de licence qui sont délivrés. Elle n'existe plus alors la licence. Si, on a un papier de la préfecture qui nous dit bien que la licence existe, mais il n'y a pas de numéro attaché à la licence. Et c'est pour ça qu'on voulait avoir des actes parfaitement clairs pour que l'existence de cette licence ne soit pas remise en cause. Mais on n'a pas été capable de donner au premier notaire les éléments qu'il voulait. Mais on a le papier de la préfecture, on a le papier de l'EPAF, on a tous les papiers, mais ça ne satisfaisait pas le premier notaire, donc on a dû en chercher un deuxième. Il n'a pas inventé un numéro? Non, mais le deuxième notaire ne demande pas à avoir un numéro de licence pour faire un acte de cession de la licence depuis la commune vers la société Rixoso. Parce que l'alcool en France, c'est quand même un petit peu encadré depuis... Mais c'est bien pour ça qu'on voulait avoir des actes indiscutables. Enfin, la compétence, elle est pas au niveau de la commune, s'agissant de la licence, de la validité d'une licence. À partir du moment On ne peut pas donner une autorisation à quiconque pour vendre de l'alcool. Non. Moi, je cède une licence existante, je la cède dans la même commune. Et donc, il n'y a pas, justement, si on l'avait cédé la licence dans un autre département, on aurait eu besoin d'une autorisation préfectorale de transfert. Là, c'est pas le cas. Mais on a toujours le droit de céder une licence. Un propriétaire d'une licence 4 a le droit de la céder. Il doit remplir certaines obligations en fonction de à qui il la cède, mais une licence 4 en particulier, ça se négocie. Il y a même des négociateurs spécialisés dans les licences 4. Mais comme c'est un peu particulier, on voulait absolument être 100%, on va dire clair, avec un acte de cession en bonne et due forme fait par un notaire. Qui appartenait au ministère des Finances. Quand il appartenait au ministère des Finances, c'est l'EPAF, l'association EPAF qui la gérait. Donc les douanes faisant partie du ministère des Finances, ils n'auraient pas accepté qu'on utilise quelque chose. Parce que ça dépend des douanes. Ouais. Ok, je vous propose de passer, de voter sur l'opportunité donc d'approuver l'offre d'achat présentée par la société Rixoso pour un montant donc de 35 000 euros, de mandater l'office notarial Ménard et associé à Plérin pour l'acte de vente et de m'autoriser à signer l'acte de vente correspondant. Qui vote pour? Merci. Un pour et une abstention. Pardon? Un pour, Marion Réglé. Je le vois, Stéphane. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, 10 voix pour et une abstention. Le point suivant, c'est donc les décisions du maire. Donc, il y a un certain nombre de décisions. Il y a eu un certain nombre de décisions prises notamment sur certains travaux dans les appartements. Donc la première décision du maire, c'est le marché public que l'on a vu dans le cadre de l'aire de jeu pour enfants. C'est l'attribution d'une mission de maîtrise d'œuvre à Arborea pour un montant hors taxe de 11 400 euros. Pardon.
11 400. TTC. Pardon? TTC, Vous avez marqué hors taxe. c'est les 9 500, c'est hors taxe. Parce que ça ne correspondait pas à notre tableau de financement. Donc, excusez-moi, c'est 11 400 TTC, D'accord. 9 500 hors taxe, et là, vous retrouvez les valeurs qu'il y a dans le plan de financement. Ouais, parce que j'avais un petit problème. Ouais. Le deuxième, on en a parlé aussi, c'est l'ouverture d'une consultation au marché à bon de commande pour les travaux d'aménagement d'un osphère et travaux de reprise de concession. La troisième décision concerne la chapelle Saint-Michel. Malheureusement, quand on a découvert l'ancienne toiture, il y a eu des travaux supplémentaires sur les charpentes, aussi bien du toit nord que du toit sud. Et il y en a eu pour un montant de 8 800 € hors taxe. La décision suivante, pour avancer sur les points d'apport volontaire, et il y en avait deux, un au sémaphore et un à Crèche-Argal. On a fait faire par l'entreprise DEG Bâtiment les dalles qui permettent de redéposer les colonnes et les bacs. Et on en a eu pour un montant de 5 700 € hors taxe. La décision suivante, on a donc rénové le logement du Goareva que l'on avait récupéré au mois de juillet et on a eu des travaux de peinture. Les peintures n'avaient pas été refaites depuis très longtemps pour 5 400 € hors taxe et on a fait refaire aussi en partie la plomberie par l'entreprise Rouvin pour 8 300 € hors taxe. Et pour votre information, ce logement est maintenant reloué et il y a un nouveau locataire depuis quelques jours. La décision suivante, c'est la rénovation du logement du cabinet médical. Donc c'est un peu pareil, c'est suite au départ du docteur Trimaille. Il a été nécessaire de refaire des peintures qui n'avaient pas été faites depuis très longtemps. Il y en a eu pour 6 300 €. Et vous l'avez sans doute vu, il y a eu un nettoyage important du jardin avec une reprise d'un petit portail. Et c'est l'entreprise Petit Bon qui l'a fait pour 9 000 €. Voilà pour les décisions du maire. Sur les informations du maire, on va commencer par ça. Vous savez sans doute déjà que le docteur Lacroix est arrivé. Et que la réouverture du cabinet médical aura lieu, comme ça avait été annoncé il y a déjà un certain temps, le 1er décembre. Et je tiens à cette occasion à remercier la coordinatrice de la MSP de Paimpol, Catherine Thomas, et l'infirmier. Hein, C'est Cathy, son prénom. tout le monde dit Cathy, mais je pense qu'elle s'appelle Catherine. Je crois qu'elle s'appelle Cathy, non? Cathy. Madame Thomas. Madame Thomas. Et Jaïque. Et Jaïque, l'infirmier, parce qu'ils ont assuré quand même, pendant cette phase où on n'avait pas de médecin sur l'île, ils ont assuré des permanences hebdomadaires et ils ont vu un nombre assez important de patients. Je vous rappelle à cette occasion aussi qu'ils ont assuré déjà 2 séances de vaccination, la deuxième ayant eu lieu samedi dernier, et qu'il y en a une troisième de prévue jeudi prochain, le 28. Et suite à ça, les gens qui vont se faire vacciner, ça rentrera dans le cycle normal d'une visite au cabinet médical. Voilà pour ça. J'avais prévu de parler des travaux du phare du Pan, on en a déjà parlé. Sur le SPANC, vous nous aviez fait des commentaires la dernière fois, donc on a demandé à reprendre les choses pour bien expliquer. Donc, le nombre d'installations déjà contrôlées depuis la création du service, c'est donc le tableau du paragraphe 3.1, c'est pas évident à comprendre en fait, c'est le nombre d'installations équipées d'un assainissement non collectif au 31/12/2024, moins le nombre d'installations équipées moins le nombre d'installations
équipés d'un assainissement non collectif jamais contrôlé par le SPANC. Vous pourrez nous envoyer un papier parce que Ouais, je vous enverrai ce papier. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. c'était une question diverse. C'était comme ça fallait le comprendre. Et en fait, ce rapport, il est bien sûr fait pour la commune, mais il est surtout fait pour permettre au CISPA de rassembler tous les rapports et de faire des comparaisons entre les différents. Donc on vous donnera ce papier. Et ça explique aussi que le parc d'assainissement non collectif de la commune, il évolue d'année en année d'une manière assez différente. En 2016, on avait 576 installations non connectées. En 2018, on avait 467. En 2024, on en a 325. Et donc, en fait, la véritable définition de ce tableau, c'est le nombre d'installations qui sont assez assujetties aux vérifications du SPANC pour une année concernée. Mais c'est pas évident quand on lit. Et vous aviez une autre question sur le taux de conformité des installations. Oui. Voilà, et le CISPA prend en compte pour ce calcul l'ensemble des installations, sauf celles présentant un danger pour la santé des personnes ou risque avéré de pollution de l'environnement. C'est ça qui demande de prendre en compte. Mais c'est pas Pas de la conformité. C'est pas évident du tout quand on voit la. C'est l'absence de non-conformité. Ouais. Donc on vous passera ce papier et la clarification qu'on a obtenue. Il y avait une autre question lors du dernier conseil, c'était le rattrapage sur les amortissements antérieurs. C'est une deuxième question d'hiver. Alors on a recontacté, c'était le trésor public. Et il se trouve que la personne qui nous avait demandé de prendre ces corrections a changé de service et que la nouvelle personne n'était pas capable de nous donner les réponses aux questions qu'on lui a posées. Donc ça attendra. Pardon ? Ça attendra. Exactement. Donc, on a décidé que n'ayant pas les éléments pour pouvoir prendre une décision, la délibération qu'on avait envisagé de prendre est nulle et non avenue. Le point suivant, c'est l'étude de normalisation des adresses. Donc, on en a parlé un petit peu à divers conseils municipaux. Le travail avance. Il y a encore 2 réunions avec les personnes de la commune qui ont travaillé sur le nom des chemins et puis sur la manière d'envisager les numérotations. Il y a encore 2 réunions pour vérifier que tout est bon et conforme. A priori, pour les vacances de Noël, un lien va être mis à disposition de tous les Bréatins pour leur permettre d'aller consulter un fichier où ils pourront voir a priori quelle sera leur adresse officielle. Alors ça ne sera pas forcément encore l'adresse définitive, mais ça donnera une première idée, et si vraiment il y a des choses qui paraissent inadéquates, on demandera aux gens de revenir vers nous. L'idée étant que les délibérations formelles que l'on doit prendre en conseil municipal, notamment sur la dénomination des nouveaux chemins ou des nouvelles rues, on fera ça en janvier ou février. Mais on préfère déjà faire un premier jet pour voir un petit peu s'il y a des choses qui reviennent particulières. Parce qu'à ce stade, le conseil n'a pas eu d'informations. Non. Et donc, donc, il y aura une consultation des adresses telles qu'elles sont envisagées, on va dire à fin décembre. Mais il ne faut pas que les gens prennent ça comme définitif, parce que en fonction des retours, il y aura peut-être encore quelques modifications. Les approbations formelles en conseil, ça sera plutôt fin janvier ou fin février. Voilà. Sur les élections municipales de mars 2026, juste pour vous rappeler que les dates limites d'inscription sur les listes électorales,
ça sera le 4 février 2026 si l'inscription se fait par le site du service public, et le 6 février 2026 si l'inscription se fait en présentiel à la mairie. Concernant le comité unique de programmation qui a eu lieu donc le 14 novembre à Brest, je vous ai déjà parlé de l'approbation de la subvention pour l'aire de jeu. On a également obtenu une subvention pour l'achat de la nouvelle benne à ordures ménagères électrique, sur laquelle on a encore un sujet technique à clarifier avant de pouvoir confirmer la commande. Je vous rappelle, on parle d'un achat à 106 000 € hors taxe et on aurait donc une subvention de 32 000 € dans le cadre du contrat de plan État-région. Autre point qui est tombé tout récemment, il y avait une discussion depuis longtemps sur le tarif à appliquer pour les personnels médicaux qui viennent sur l'île. Et là, il y a eu enfin l'accord entre l'ARS, l'APSIB et la région. Et le tarif qui sera appliqué pour tous les personnels médicaux qui seront, on va dire, validés par l'APSIB, ça sera le tarif insulaire. Vous aurez peut-être noté que sur les cartes insulaires que vous achetez, c'est déjà marqué carte réservée aux insulaires et entre parenthèses et au personnel médical. Donc les vedettes avaient prévu ce changement de tarif. Il est a priori maintenant entériné. Voilà la règle. Sur l'immeuble Les Rocs, j'ai entendu des rumeurs surprenantes comme quoi on avait trouvé beaucoup d'amiante. Bon, alors c'est tout à fait faux. Il y a eu un désamiantage qui avait été planifié. Il y avait 2 objets qui présentaient des traces d'amiante. Ça a été enlevé en accord avec le planning et le budget. Et actuellement, on est en phase de démolition et de curage du bâtiment. Ça se passe en accord avec le planning et ça sera terminé le 5 décembre. Sachant que l'entreprise Gros Œuvre arrivera pour commencer les travaux du Gros Œuvre, donc le 7 décembre. Le point suivant, toujours au Port-Clos. La semaine dernière, nous avons signé le compromis de vente de la maison en haut de la montée du Port-Clos. Les actes seront signés au plus tard le 6 mars 2026. Le point suivant, c'est les travaux d'entretien sur les cales. Donc, lors du dernier conseil portuaire, on s'est plaint de la dégradation des passe-pieds, principalement. On a remis un reportage photographique de 32 points sur les passe-pieds qui nécessitaient des réparations. Donc, je pense qu'on a enfin réussi à attirer l'attention du département et il y a une réunion prévue à Bréa avec les représentants du département 1er décembre ou dans les tout premiers jours de décembre. Parce que de ce qu'on avait compris, vous avez certainement noté que les bordures des passe-pieds à beaucoup d'endroits sont très dégradées et le département envisageait uniquement de réparer les bordures. Mais en leur montrant le reportage photographique, on leur a montré qu'il n'y avait pas que les bordures et qu'il y avait d'autres endroits où en fait la dégradation s'accélère très rapidement. Il y a plusieurs endroits où on voit maintenant des fers à béton qui dépassent. C'est dangereux pour les gens. C'est même dangereux pour les engins qui roulent sur les passe-pieds. Donc moi j'attends avec impatience cette réunion avec le département pour avancer sur les travaux de réparation qu'ils doivent entreprendre. Le point suivant, on a eu quand même un certain nombre d'incivilités et vous avez peut-être noté qu'il y a eu une série de tags qui ont été dessinés, on va dire, sur un certain nombre
de bâtiments publics ou privés. Il se trouve qu'on a relativement identifié l'auteur de ces tags, et donc j'ai déposé une plainte à la gendarmerie pour ces dégradations par des tags. Et d'autre part, vous savez qu'on s'est associé au programme de distribution des citernes d'eau. Ce sont des citernes assez grandes. Et ben, on a réussi quand même à s'en faire voler une, alors qu'elle était stockée à Chicago dans l'enceinte fermée. Et il y a quelqu'un qui nous a volé une citerne, donc il y a eu une plainte déposée pour ce vol de citerne. C'est assez incroyable. Point suivant, les paniers gourmands qui sont donc offerts aux aînés et aux personnes qui rendent des services à la collectivité. Les distributions se feront le 16 et le 17 décembre 2025. Et je rappelle que les gens... C'est bien ça Oui, mais je pense qu'on fera tout la même journée. Je pense que ce sera que le 16. Le 17, ce sera... Okay. Donc, distribution, probablement le 16. Ouais, pour les anciens. Et que les gens qui ont participé au repas des anciens n'auront pas... n'auront pas, non. Et le point suivant, c'est le calendrier des événements culturels. Et Jean-Philippe, je te laisse la parole là-dessus. Je vais faire vite, oui. Quelques petits événements pour finir l'année, notamment le spectacle de Noël pour les enfants de l'école et distribution de cadeaux habituels. Alors, pour l'instant, je n'ai pas la date. La date sera donnée un petit peu précisément bientôt. C'était en fonction du spectacle, de l'artiste, ouais, voilà. Mais ça ne saurait tarder. Ensuite, pour finir l'année, on propose un petit marché de Noël le dimanche 21 décembre. Selon le temps, ça se déroulera soit sur la place du Bourg ou à la salle des fêtes de 10h à 14h ou 15h, encore à définir, avec une restauration au profit d'une association, peut-être. Et également une journée association et artisans qui sera pour cette journée le dimanche 28 décembre à la salle des fêtes. C'est de mettre en avant les savoir-faire bréatins. Pareil, il y aura une restauration et certainement d'autres animations de 10h à 16h. En sachant que ces organisations, je suis en cours d'organisation pour la mise en place du déroulé. Et vous aurez certainement toutes les infos sur le site de la mairie et celui de l'Office du tourisme. Et pour terminer l'année, le mercredi 31 décembre à 16h30, il y aura une diffusion d'un film divertissement ici, qui s'appelle La classe américaine, qui date de 1993. C'est une séance gratuite au profit de la bonne humeur. Vous venez nombreux si vous êtes motivés à venir. La bière de campagne. Je fais pas de publicité, j'ai pas le droit. Bon voilà. Merci. Questions diverses. Alors, il nous en reste qu'une, ça tombe bien. La fibre, les armoires ont été installées avec un sigle Guingamp-Paimpol agglomération. J'avais pas cru comprendre qu'on avait rejoint Guingamp-Paimpol agglomération, mais comme on nous dit pas tout. Non, je vous assure. On nous a pas dit. On a rejoint l'agglomération. Par contre, la mairie a financé et il n'y a pas le sigle de la mairie de Bréa. Sur les armoires, c'est des armoires qui doivent être standards. Ouais, je n'ai pas noté ça. Donc il faut... J'ai noté les tags, on a fait effacer les tags. Ouais, mais il faut virer les sigles GPA et mettre le sigle de la mairie. Oui, ok. C'était la seule. Très bien. Bien noté ce point. Merci. La séance est close à 17h38. Merci bien. Ça se trouve. Ouais.